Alors j'accueille Dorian Ginan, à présent chef de projet chez Géomatis. Il va nous parler des outils et plateformes de diffusion de données. Je vous laisse y aller. Bonjour. Minutes. Donc, bonjour à tout le monde. Rapidement, en quelques mots, je vais présenter qui est Géomatis et en quoi on a été amené à travailler sur des données sentinelles au sens large. Dans la société Géomatis, c'est une société spécialisée dans le traitement de l'information spatiale qui développe des produits dont certains sont open source et certains sont sous licence commerciale, des produits assez génériques, la gamme de produits s'appelant Examine, et ces produits peuvent être déployés sur des plateformes qui vont exploiter la majorité des données spatiales existantes, dont des données satellitaires. Donc Géomatis dernièrement a été impliqué dans un projet qui s'appelait Sparking Data, qui visait à exploiter les données Sentinel-2. Et plus récemment, Géomatis participe à un DIAS, donc c'était les fameuses plateformes qui ont été évoquées ce matin. Donc sur les 4 DIAS, Géomatis fait partie du DIAS qui est avec Creotech et Cloudfero, qui sont 2 sociétés polonaises qui lead ce DIAS-là. On participe également à des actions de R&D sur tout ce qui est exploitation de gros volumes de données, d'observation de la Terre, Sentinel-2 ou autres formes d'images satellitaires. Donc, soucis de police. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la constellation Sentinel, c'est un volume de données inégalé. Donc on a évoqué Sentinel-2 maintes fois. On a une repasse qui est de 5 jours. On a Sentinel-1 qui est du radar, où on a une repasse également de 6 jours. Et on peut encore ajouter d'autres données telles que Sentinel-3 ou des données Landsat, MODIS, etc. qui vont permettre de couvrir le territoire de manière quasi quotidienne. Et on peut espérer, en gros, surtout sur de l'optique, avoir assez peu de nuages sur les zones que l'on surveille, avec un taux de répétitivité comme ça. Donc ça, c'est si on fait du suivi quotidien. Et ce qu'il faut voir, c'est que si on s'imagine l'accumulation de ces données sur 7 ans, ou je ne sais plus exactement combien d'années le satellite Sentinel est prévu de fonctionner, on va avoir au final un entrepôt de données pour exploiter ça en termes d'apprentissage ou en termes d'analyse statistique qui est énorme. J'ai lu quelque part dernièrement que Sentinel-2 en termes de volume de données, c'était je crois le 3e ou le 5e type de producteur Big Data au monde en fait, pour vous donner un petit peu les volumes de données que ça produit. Donc il existe d'ores et déjà de nombreuses plateformes qui permettent d'accéder à ces produits. Donc au niveau français, il y a la plateforme PEPS qui a été évoquée. Au niveau européen, il y a une plateforme qui s'appelle Copernicus Access Data Hub. On peut ajouter d'autres plateformes ou plus thématiques ou qui vont diffuser des produits adjacents, on va dire, à Sentinel, tels que TEIA, GeoSud. On a des plateformes qui sont en cours de création au niveau de l'ESA. Certaines sont thématiques, c'est des TEP, ça s'appelle Thematic Exploitation Platform, et d'autres sont plus à visée généraliste et espèrent toucher des acteurs économiques, c'est notamment les DIAS en fait, qui sont portés par des gros industriels spécialisés dans les systèmes d'information en fait. Donc, pour figurer un peu les volumes, si on essaye de suivre 20 000 hectares de parcelles, à supposer que ces 20 000 hectares sont tous adjacents, il va nous falloir 240 gigaoctets de données Sentinel-2, uniquement Sentinel-2, sur un an. Si on essaye de suivre le territoire métropolitain, là on passe à 314 téraoctets. Donc on voit que c'est des volumes pas facilement exploitables pour tout type d'acteurs. Donc en fait, les plateformes qui diffusent ces données, elles les diffusent au téléchargement. Vous pouvez télécharger les nouveaux produits tous les jours, mais elles ont tendance à adjoindre à ce mode d'accès des nouveaux services.
C'est-à-dire que certaines vont proposer à côté de la donnée des infrastructures de type cloud, où vous allez pouvoir déployer directement vos solutions. D'autres vont proposer aussi des accès à côté de la donnée à des grappes de calcul. Et d'autres vont proposer des modes de stockage de la donnée qui vous permettent d'accéder de manière assez fine à telle ou telle partie de la donnée, sachant que si on se projette sur une donnée Sentinel, c'est 100 km² environ. Et selon le sujet, ce que vous surveillez, vous n'allez pas être intéressé par l'ensemble de la surface de la donnée. Donc s'il est possible de n'accéder qu'aux parcelles d'intérêt sur l'image entière Sentinel, ça va éviter en termes de trafic de données, ça va économiser pas mal de trafic de données en fait. Donc en fait c'est un peu la tendance sur ces plateformes, c'est que de plus en plus on essaye de rapprocher les données des capacités de traitement et non plus de faire venir les données au traitement en local. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été notamment la discussion de la dernière session de clôture du meeting de l'OGC qui avait lieu à Orléans en mars. Et ce sujet de discussion a notamment été porté par l'ESA et la NASA. Donc voilà, c'est des problématiques dont les agences spatiales sont conscients au regard des volumes de données qu'ils accumulent en fait. Donc pour revenir au DIAS, ce type de plateforme, l'objectif de ce type de plateforme, en fait, c'est justement de donner ses moyens en termes de calcul, d'hébergement virtualisé, etc., à des acteurs du monde économique, moyennant paiement. Donc, en fait, typiquement, les DIAS, si on regarde la typologie des acteurs, vous avez souvent un gros industriel spécialisé dans les systèmes d'information. Donc, il y a un DIAS qui est porté par Airbus, un DIAS qui est porté par Atos, un DIAS qui est porté par Creotech en Pologne, et le quatrième DIAS, bon, j'ai oublié. Et à chaque... Serco. Et à ces acteurs-là, ça joint souvent, quasiment à chaque fois, un acteur du monde de l'hébergement ou du cloud. Vous avez OVH, par exemple, qui est impliqué. Vous avez Telcom en Allemagne, Claude Ferro en Pologne et Orange en France. Voilà. Donc, en fait, les DIAS vont être déployés à côté des entrepôts de données et vont permettre, moyennant finance, de bénéficier d'infrastructures informatiques qui vont permettre de lancer des traitements ambitieux sur, pourquoi pas, des centaines de gigas de données à la fois. Alors, en parallèle se développent les TEP, mais là, le public cible est sans doute beaucoup plus scientifique. C'est des thématiques exploitation platform où les données du programme Copernicus sont une partie des données, mais pas uniquement la seule donnée qui va être utilisée. Et l'idée, c'est plus de produire des produits à valeur ajoutée pour la thématique, sachant qu'il y a 7 thématiques à ce jour, thématiques côtières, forestières, risques, hydrologie, zone polaire, urbanisme et sécurité alimentaire. Et que c'est la même chose en fait sur ces plateformes TEP. Les scientifiques vont avoir la possibilité de déployer le traitement au plus près de la donnée et non pas de télécharger la donnée pour appliquer leur traitement. Voilà. Donc ça c'était un peu c'est une diapo qui est issue justement de la dernière présentation qui a eu lieu à l'OGC. C'est un peu pour figurer la tendance vers laquelle on se dirige face à ces gros volumes de données. Historiquement, on avait le traitement et la donnée sur son poste, qu'on avait récupéré un peu comme on pouvait, et puis ça marchait bien parce qu'on était sur de petits volumes de données. On est un peu dans une ère de transition entre l'ère des web services et l'ère des plateformes cloud, où sur les web services, la plupart des plateformes dont j'ai parlé en proposent. Vous allez avoir des services web qui vont vous permettre d'accéder à la donnée, de rechercher la donnée, etc. Mais il n'empêche que, alors je mettrai à part le cas des services de traitement qui existent, mais il n'empêche que ces services-là vont vous forcer à ramener la donnée ou un gros résultat chez vous. Et selon le traitement que vous envisagez, on voit que ça ne va pas forcément passer l'échelle. Donc l'idée des plateformes qui sont en train d'être mises en œuvre, c'est justement de vous permettre de faire le traitement chez vous, une fois qu'il est prêt, prototypé, de l'envoyer sur une plateforme à côté des données
où là, il aura toute l'infrastructure matérielle nécessaire pour traiter 200 gigas de données si vous le souhaitez tous les jours. Néanmoins, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que d'une façon ou d'une autre, en fait, ces traitements, lorsqu'ils vont jouer sur un gros volume de données, ben, ça a un coût. Alors, soit un coût en termes d'infrastructure matérielle, et si c'est un modèle économique où on vous fait payer l'usage, ben, ça a un coût qui va être financier. Donc, ça nécessite également de réfléchir un petit peu à la manière dont on peut aborder les traitements. À savoir que typiquement trouver la bonne donnée, c'est-à-dire qu'avant d'aller regarder une donnée, si on peut savoir si sur sa zone il y a déjà un nuage, c'est par exemple une très bonne chose, on l'écarte, on va à la donnée d'après. Et de manière identique, ce que je disais tout à l'heure, si on surveille plein de parcelles disséminées sur le territoire, mais que finalement ça représente peu d'hectares mais sur beaucoup d'images, pourquoi ne pas aller chercher que la donnée sur ces parcelles? Ce qui fait qu'en termes de volume et de choses que vous aurez à traiter, ce sera minimisé, ou encore peut-être que votre traitement n'a pas besoin de la résolution maximale, donc pourquoi ne pas directement aller chercher la donnée à une résolution dégradée. Donc voilà, donc tout ça est faisable, mais ça implique un petit peu de revoir la manière dont on va créer ces traitements, accéder à la donnée. Alors, je crois que c'est après. J'ai une petite démonstration d'une minute où je vais vous montrer ce qu'on a pu faire à Géomatis. Qu'est-ce que ça veut dire d'accéder ce que ça veut dire du coup d'accéder de manière, on va dire, intelligente à la donnée. Donc là, en fait, c'était sur un entrepôt, alors peut-être certains le connaissent, qui a été mis à disposition par Amazon. C'est un entrepôt S3 où il y a toutes les données, enfin toutes, ou tout du moins une partie des données Sentinel-2, une grosse partie. Bon, je continue. Voilà. Et donc en fait, on accède directement à la donnée sur cet entrepôt. Il n'y a pas de téléchargement, rien. On est sur un serveur qui est juste à côté de la donnée et on va pouvoir produire en fait la carte du monde entier des dernières données Sentinel qui ont été trouvées. On va pouvoir jouer, par exemple, là on est allé désennuager, je prétends pas avoir les compétences du CSBio, mais avec les masques de nuages fournis, on peut aller chercher la donnée qui est dessous ou alors afficher la donnée de base. Donc on va aller chercher la dernière donnée dans le temps, dessous. Voilà, et automatiquement on réagrège ces deux données, mais tout ça en fait c'est des traitements à la volée. Par exemple, on va appliquer alors soit un DVI, soit un traitement sur les bandes, mais à aucun moment on a téléchargé l'ensemble de la donnée. C'est-à-dire que là, vous avez cette zone qui est visualisée, on ne va regarder que cette zone, on va aller chercher que les bandes qu'il nous faut à la résolution qu'il nous faut. Ce qui fait qu'en termes de traitement, on peut avoir des choses assez fluides, mais en termes de ressources matérielles utilisées, c'est assez peu coûteux, sachant que ce que les fournisseurs de services vous font payer, c'est l'accès à la donnée. Voilà, bon, ça c'est d'autres traitements. Et en fait, là ce sera la fin de la vidéo, donc juste après ça je pense, cette capacité d'accès à ces entrepôts de données-là nous ont permis par exemple de mettre en place du deep learning. Ah merde, hop. Donc qui n'y est pas. Il vous reste 3 minutes. Ouais, j'ai terminé. Donc le deep learning qui était en fait cette diapo-là où voilà, c'est sur des données Sentinel-1 en croisant avec des objets connectés, des balises AIS que sont les balises qu'ont les bateaux de pêche, les bateaux commerciaux. On arrive à faire de l'apprentissage et à donc détecter des bateaux qui n'ont pas de balise AIS en fait dans les données Sentinel-1. Bon, ça c'est transposable à de l'optique. Mais l'idée, c'est que quand on fait tourner le moteur d'apprentissage, on va accéder qu'à la zone de 300 pixels par 300 pixels dont on a besoin. On va pas... voilà. Bon, voilà. C'était un petit peu pour illustrer mon propos. Merci beaucoup, on vous applaudit.